l'heure. Donc, Monsieur Joseph, vous êtes responsable des grandes cultures à la FDSEA. Quels ont été les grands événements marquants de l'année 2011 pour les grandes cultures? 2011, dans le secteur des grandes cultures, on a été touché par une sécheresse de printemps très très sévère qui a touché y compris l'élevage. Ça nous a amené des problèmes pour les éleveurs de paille d'aliments. Pour ce qui est grandes cultures, tout ce qui est irrigué, on a pu faire face. Les zones non irriguées, évidemment, c'était très mal parti. La fin du printemps a amené quelques pluies à sauver les meubles en point de vue récolte. En matière d'irrigation, donc... En matière d'irrigation, on est toujours soumis à la loi des quotas, une politique de quotas. Et malgré ça, l'administration veut toujours nous couper des jours d'irrigation sans tenir compte forcément de l'évolution des rivières. Donc cette année, on a eu une coupure un dimanche alors que les rivières n'étaient pas en seuil de crise. Bon, après coup, ça s'est arrangé. Et donc on préférait suivre notre politique de quotas plutôt que d'avoir des jours de coupure parce que l'irrigation est soumise au vent surtout. Donc des fois on a des coupures d'irrigation alors qu'il n'y a pas de vent et l'inverse, qu'on peut irriguer, il y a du vent. Donc voilà, on a pu s'arranger avec les cultures de printemps, les pluies de juin et surtout les pluies d'août qui ont permis des récoltes visant l'extraordinaire en betterave, en maïs. Les cultures de pommes de terre, oignons irrigués, des cultures de printemps sont au rendez-vous en rendement, mais par contre les prix sont écroulés. Donc dans l'ensemble, l'année n'est pas si mauvaise que ça, surtout par des prix soutenus, dirons-nous. Et je pense qu'une fois de plus, il fallait contractualiser. Car à l'heure actuelle, on s'aperçoit que les cours ont bien chuté au moins de 40 € tonne pour certaines productions. Et si on veut revenir sur donc la sécheresse et l'irrigation, donc il y a eu beaucoup d'arrêtés préfectoraux cet été qui se sont succédés. Donc quel a été le rôle de la FDSEA par rapport à ces arrêtés, comment est-elle intervenue? Bon, la FDSEA est intervenue auprès du préfet, c'est notre interlocuteur privilégié en cas de crise. Bon, on a l'association des irrigants qui est là pour nous aider, mais la FDSEA elle-même est présente. Et le problème, c'est que ça se discute non seulement, pas toujours en région, en département, il faut souvent aller sonner les cloches au préfet de région. Et là, on est quelquefois un peu en opposition avec d'autres régions qui ont une réserve d'eau moindre que nous. Donc face à ces mesures de sécheresse et d'irrigation, le gouvernement veut lancer une politique d'irrigation suite à notre demande et à celle de Xavier Belin. Alors on parle de réserve collinaire, évidemment qu'en Beauce, nous, c'est pas la colline. On préférait plutôt des réserves sur des drainages ou même surtout virer cette interdiction de forage nouveau. Sans changer la politique de quota, mais qu'on puisse faire des forages où ça nous intéresse. Ok. Pour les grandes cultures, donc sinon l'année a été largement dominée par les problématiques environnementales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, au niveau des... Au point de vue environnemental, c'est toujours la même chose. Avec notre ministre de l'Agriculture et M. Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, notre ministre de l'Environnement, ils sont toujours une tendance un petit peu écolo pour tout ce qui est crusère, le problème de crusère qui est récurrent, les problèmes d'arrêté poussière qui vont avec, et toujours le problème des réductions de 50% de phyto. Alors produire plus et mieux, c'est possible si on nous laisse quelques moyens. Et là on s'aperçoit qu'au point de vue environnemental et comme on est en période préélectorale politique, on s'aperçoit que notre ministre et le ministre de l'Environnement sont toujours contre les OGM sur maïs, alors qu'on avait une décision favorable de l'Europe. Donc c'est un peu gênant que l'environnement soit guidé par des manœuvres politiques ou politiciennes plutôt que l'environnement pur et dur, puisque nous, on travaille dans la nature et donc on est les premiers concernés par tout ce qui est environnemental. La chose qui continue, c'est toujours cette politique de 7, qu'on maintient à 3%. C'est-à-dire les surfaces équivalentes topographiques. Donc, comme j'ai déjà dit et je le répéterai, dans certaines régions du sud du département, ce n'est pas du maintien, c'est de la création. Donc nos anciens qui avaient arraché des haies pour des mécanisations plus importantes
à l'heure du guidage par GPS, etc. On nous demande de replanter des haies, ce qui a un coût. Donc ça, nous sommes à 3% et je pense qu'avec l'évolution politique à venir en 2012, déjà nos politiques actuelles sont 3, peut-être même 5, et puis si ça a changé de majorité, je pense qu'on va aller vers du 5%, ça me paraît au minimum, et ça me paraît un peu ennuyeux de retirer des terres en production alors qu'on a toujours le souci de produire pour alimenter des gens qui crèvent de faim, quoi. Et donc, quelle est la position de la FDSEA? Sur quoi elle va se battre en fait? Sur quel pourcentage du coup? La FDSEA pour l'instant elle est arc-boutée sur les 3%, zéro serait beaucoup mieux. Une mutualisation au niveau départemental serait bien très favorable. Bon, on a la place de planter ces haies, on a ce truc de jachère mellifère qui est là, donc 1 hectare égale 2. Bon, ça sera un moindre mal, mais c'est quand même dommage de retirer des terres de production alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, quoi. Concernant une autre problématique, les CIPAN. Donc, Les quels CIPAN, ont été les événements de l'année par rapport aux CIPAN? les CIPAN, on a eu des récoltes précoces en colza déjà, donc on a eu le problème des repousses de colza. On a demandé de pouvoir retourner les repousses de colza plus tôt, suite à des récoltes précoces. L'administration a refusé. Les CIPAN, pour l'instant, nous sommes à 80%. L'administration veut pousser à 100%. Et donc, qui dit 100%, ça veut dire qu'on n'a aucune marge d'erreur en cas de CIPAN. Si en cas de contrôle, le moindre mètre carré manquant sera pénalisé. Donc, on va se battre pour maintenir 80% de CIPAN. Et je pense qu'il vaut mieux rester avec des CIPAN, même à 80% au maximum, plutôt que des limitations d'azote qui pénaliseraient certaines récoltes qui ont besoin de l'azote. Parce que pour exporter du blé, même du blé tendre, il faut de la protéine, et pour de la protéine, jusqu'à preuve du contraire, moi qui ai fait un peu de bio, c'est de l'azote. Ok, concernant, on a beaucoup entendu parler des bassins d'alimentation de captage cette année, et on en entendra encore beaucoup parler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Ah ben ça, c'est le nouveau joujou de tous les politiques dans des agglomérations importantes. Donc on en a une douzaine en Eure-et-Loire. Évidemment, il a fallu qu'on se batte pour être présent dans ces réunions-là, car la première mesure qu'ils envisagent, évidemment, c'est de aucune production. Donc toujours pareil, mettre de l'herbe. Et dans certaines fermes purement céréalières, mettre de l'herbe, eh bien, il faudra des indemnisations en conséquence. Donc ça fera encore un peu de travail pour nos chargés de mission de suivre ces dossiers-là avec les professionnels pour que l'agriculteur ne soit pas contraint de changer sa production, voire même de changer de métier. Concernant les retraits de matières actives, donc cette année il y a eu des matières actives retirées du commerce. Donc qu'est-ce que ça engendre? Et bien là on est toujours dans la même mouvance plus ou moins écolo-bio, c'est-à-dire qu'on retire des matières actives. Donc ça nous pose certaines... on peut être coincé dans certains désherbages et tout. Et là, le summum, c'est arrivé en automne avec le problème des mulots, puisqu'on n'a plus de matière active pour mettre dans nos champs. Et ce qui est assez... c'est même pas rigolo, mais c'est que les mêmes matières actives, on peut les trouver en jardinerie. Ça c'est autorisé, mais l'agriculteur n'a pas le droit de les mettre. Et donc, on a des dégâts de mulots. On avait des dégâts de gibier avant, maintenant on a des dégâts de mulots aussi plus petits. Et donc, ça pose problème. Donc, est-ce que vous avez été alerté par des adhérents sur ces problèmes de mulots? Qu'est-ce qui a été fait à la FDSEA pour essayer d'alerter l'administration? Eh ben, comme d'habitude, l'administration, quand on lui expose un problème, ils ont du mal à comprendre. Et donc, on les prend gentiment par la main, ils prennent leurs bottes et on les amène sur le terrain voir les dégâts. Et comme ça, de visu, ils sont bien obligés de voir qu'il va falloir faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder aujourd'hui? D'autres sujets, toujours pareil. Tout ce qui est problème d'OGM, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Mais là maintenant, tout ce qui est relation avec la DDT, il est quand même dommageable qu'on ne puisse pas avoir les imprimés. Nous, on doit donner des déclarations papier, pour ceux qui veulent faire du papier ou du télépack. Mais par contre, à la fin, on n'a pas la lettre de fin d'enregistrement. On n'a pas la lettre de notification de paiement. C'est à nous d'aller la télécharger par Internet. Alors je me dis qu'à la limite,
puisqu'on doit faire le boulot de la DDT, ben, moi je crois qu'on devrait aller jusqu'au bout, puis on pourrait peut-être contrôler nous-mêmes nos comptes de déclaration PAC, comme ça on serait simple, on ferait ça entre nous, il n'y aurait plus de problème. Merci.